Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Partons pour cette ce petit problème technique. Nous avons eu un problème de son. Vous êtes sur Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. C'est la 30e édition. Je suis Béline Dola. Arthur Lenoir, comme chaque lundi, est derrière la caméra et répond à vos questions et à vos commentaires sur les réseaux. Bonsoir Arthur. Ce soir, nous recevons pour cette 4e émission consacrée aux souliers de satin, Suliam Brahim. Bonsoir. Première fois chez nous. Merci d'être à cette table du secrétariat général. Et Elsa Le Poivre, voilà, qui est presque une habituée. Elsa, bonsoir et merci à toutes les deux de votre présence. Alors, vous participez toutes deux à cette grande aventure qui est le soulier de satin, un théâtre à la table. Je rappelle le principe. Le texte de Claudel est divisé en 4 journées, 4 directions artistiques ici à la Comédie Française. Éric Ruve pour la première, Gilles David pour la 2e, Thierry Ancis pour la 3e. Et cette semaine, Christian Gonon prend en charge la 4e journée, diffusée ce samedi 15 mai. Et donc, 4 directeurs artistiques, 4 distributions différentes. Suliam Brahim, vous étiez Prouaise dans la première journée dirigée par Éric Ruff, l'enfant dans la 3e journée, et là, je vais encore vous faire répéter. Donc, Donia, cette épée, la fille de Prouaise, voilà, dans la 4e journée. Ouais. Elsa Le Poivre, vous étiez Prouaise dans la 2e et la 3e journée. Vous avez donc expérimenté l'une et l'autre sur un temps court et dans ce format inédit qu'est le théâtre à la table, cette pratique spécifique à la Comédie Française que l'on appelle l'alternance. Alors, je rappelle, il y a 2 significations dans l'alternance à la Comédie Française. La première, c'est l'alternance des spectacles. Vous pouvez jouer en temps normal jusqu'à 5 pièces différentes par semaine, plus les répétitions sur les 3 scènes différentes du français. Et vous alternez aussi les rôles. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne, l'alternance des rôles? Comment est-ce qu'on donne un rôle, on transmet un rôle ou on récupère un rôle? Ça se passe comment? Oui, parce que dans l'ancien temps, il y avait aussi double distribution parfois. Enfin, d'ailleurs, Éric l'avait fait sur le Galilée d'emblée. Il n'y avait pas d'emblée des rôles qui étaient... Ouais. Mais c'est de plus en plus rare, alors qu'avant, ça se faisait beaucoup, d'être au moins 2 acteurs pour qu'à un moment donné, l'alternance s'impose et s'organise dès la base, en fait, dès la construction du spectacle. On le fait plus, ça, vraiment. Mais c'est vrai que vous faites de la création à la reprise. Oui, enfin après ça dépend. Ça dépend. Il y a plein de circonstances en fait où on tient son rôle ou à un moment donné s'il y a des circonstances qui font qu'on ne peut plus le tenir. En effet, il y a des relais comme moi j'ai eu avec Guillaume Gallienne dans Lucrèce Borgia par exemple. Mais c'est super. Enfin, moi, je trouve ça toujours. Mais même en tant que si je suis restante sur un projet et puis que mon partenaire change, sur le mariage de Figaro, j'avais eu 3 comptes différents. Michel Viermoz, Christian Eck et Stéphane Varupen. Bon, c'est forcément. Bah oui. Il y a un peu. Voilà, c'est un saut à chaque fois, mais au moins, je sais pas, ça permet de découvrir son propre rôle d'une autre manière parce que rythmiquement. Enfin, il y a plein de choses qui varient, ça c'est riche. Hein. Moi, j'aime bien. Éric Ruff dit que c'est quand même un des piliers de la Comédie Française, en fait, du fonctionnement et de la troupe et du répertoire, parce que ça permet aussi d'aller, puisqu'on change beaucoup de pièces et qu'on présente beaucoup de pièces, ça permet aussi d'aller chercher dans le répertoire des choses qu'on jouerait pas si on avait un prisme plus étroit. Comment est-ce que ça vous est déjà arrivé de transmettre un rôle ou de récupérer un rôle entre vous, c'est-à-dire pas forcément entre vous deux, hein, j'en sais rien, mais vous récupérez un rôle dans une reprise par exemple? Tu l'as fait? Moi je l'ai fait en rentrant en fait ici. Quand vous êtes arrivée? Ouais, j'ai remplacé Judith Chemla dans 2 spectacles. Donc 2 rôles qu'elle avait créés. Et moi, j'aime bien reprendre aussi des rôles parce qu'on se met dans les pas de quelqu'un voilà, qui l'a déjà créé. Donc, il y a comme si le chemin, il était déjà... Enfin, il y a tous les petits cailloux qui sont là. Et puis, on a juste à aller d'un caillou à l'autre. Et puis, de temps en temps, petit à petit, après, en jouant au fur et à mesure, on reprend un petit espace de liberté, mais je trouve ça assez agréable de marcher dans les pas
de quelqu'un d'autre. Et comment vous marchez dans les pas de quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne, je sais pas, est-ce qu'il y a une espèce de passage de témoin? Est-ce que cette personne vous laisse des notes? Est-ce que vous discutez? Est-ce que là il y avait pas, mais vous il y regardez avait, des captations? On peut regarder des captations. Après moi justement j'avais vu Judith jouer dans ces 2 spectacles. Donc j'avais le souvenir de spectatrice que j'avais eu du travail qu'elle avait fait. Il y a aussi les assistantes qui peuvent nous raconter un peu comment tout ça s'est fait, ce par quoi c'est passé. Par chance, on peut avoir le metteur en scène qui revient et qui nous fait travailler. Ça, j'avais aussi, en tout cas sur un des rôles, cette possibilité-là. Et puis parfois, on fait un peu. Il y a les camarades aussi qui racontent quand on répète avec eux, avec beaucoup de détails. Et puis en même temps de gentillesse, parce que quelqu'un arrive dans un spectacle, donc on veut en prendre soin, on veut qu'il se sente bien, parce qu'on sait que c'est pas forcément facile. On n'a pas toute l'histoire de la création. Donc souvent on est quand même super bien accueillis quand on arrive. Et puis après on prend un petit peu de tout, de ci, de là, et puis après on plonge le jour de la première. Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi plus que la liberté totale où en quoi C'est un autre exercice en fait. Ouais. Tu l'apprends complètement différemment le travail. Parce qu'en effet là souvent le temps est plus court aussi. C'est-à-dire que c'est pas les 2 mois. Sur une reprise. Oui. Ça peut des fois même ça dépend de la taille du rôle, mais ça peut se faire en quelques jours. Donc il y a un petit challenge qui n'est pas tout à fait le même. Ouais. Alors que 2 mois de travail, tu vas chercher un peu dans toutes les directions. Là non. Comme s'il y avait des choses qui avaient été déjà résolues en fait. Et que quand on reprend, peut-être on va poser 2-3 questions si on n'a pas bien compris, mais on est obligé quand même de partir de la proposition de l'acteur précédent, à moins qu'il y ait vraiment, je sais pas, une envie très forte de faire autrement. Et parfois, c'est assez beau aussi de voir des natures d'acteurs très différents qui vont reprendre un rôle, alors qu'ils sont vraiment très différents. Mais ce qui est beau, c'est de voir justement comment dans les différences, on va quand même prendre le chemin de l'acteur d'avant, parce que c'est comme ça. Reprendre un rôle, parce que ça a été écrit comme ça dans un écosystème. C'est le respect du metteur en scène aussi. Oui, parce que malgré tout, c'est un monde dans lequel ce metteur en scène ou cette metteur en scène nous a invité les acteurs à... Donc c'est le respect aussi quand tu arrives du spectacle, de te dire je vais respecter cette forme-là, je vais arriver avec moi mes idées. En fait, tu as envie de respecter le travail déjà abouti. Et puis de l'équipe aussi qui reste tout autour et qui a déjà joué ce spectacle. Enfin, souvent, c'est vrai, on prend un peu les petits chaussons et puis quand on reprend un rôle, on revient comme ça, catimini, quoi. On se fait tout petit. Et au fur et à mesure, est-ce qu'on prend pas de plus en plus de liberté en se disant, tiens, quand même, j'irai plutôt là? Ah oui, après, on se réapproprie des choses. Et puis souvent dès le départ, de toute façon, c'est quand même une autre proposition. Et puis les camarades après disent c'est chouette aussi parce que ça amène aussi de nouvelles choses. Oui, le metteur en scène aussi. Le dialogue sur scène, après de se dire tiens, c'était en fait c'est pas mal cette piste-là, puis de se laisser surprendre à faire évoluer les choses, ce qu'on n'avait pas forcément anticipé. Ça peut emmener aussi un deuxième souffle, des fois aussi. C'est pas juste quelqu'un qui change, mais le fait qu'il y ait un changement comme ça peut aussi reconvoquer tout le monde comme si c'était le premier jour, quoi. Tu vois, de retrouver des vibrations, une vibration, petite fragilité, quelque chose qui. Peut-être ça reconvoque quelque chose chez tout le monde, quoi. Le fait qu'il y ait un maillon qui est un peu modifié. Alors, la semaine dernière, nous recevions Arthur et moi dans cette émission Didier Sandre et Ludmilla Michael et Rodrigue et Prouesse du Soulier de Satin, mis en scène par Vitesse en 87, donné pour la première fois dans son intégralité le 11 juillet dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et juste avant l'émission, Elsa Lepoix, nous vous avons croisé avec Ludmilla Michael dans les couloirs alors que vous étiez en préparation de la 3e journée qui est un gros morceau, si je peux m'exprimer ainsi, pour Prouesse, et que vous étiez en cours de visionnage de la captation de cette fameuse mise en scène de 12 heures, un peu moins, 11 heures de Vitesse. Vous aviez face à vous cette autre Prouesse. Alors, qu'est-ce que
moi je sais un peu déjà, mais quand Prouès rencontre Prouès, qu'est-ce qu'elles se disent? En plus, croiser Ludmilla Michael dans les couloirs avant d'aller travailler le soulier de satin, c'est très inspirant. Donc j'étais assez émue. Elle, je sais, parce qu'on s'est déjà croisés quelques fois, je sais que Ludmilla, elle est intimidée par repasser la porte d'ici et tout ça, donc je la sentais un peu fébrile, donc je crois que ça a été un moment chaleureux en fait de se croiser. Et puis elle m'a dit cette phrase qu'elle avait rencontré la fille de Claudel et de Rose, et qui avait dit, elle avait rencontré cette dame qui était âgée au moment de la dame l'a félicitait en disant, vous êtes merveilleuse, mais ma mère avait les yeux bleus. Ah, elle a dit ça? Oui. Ouais. Et Ludmilla, en fait, me disait ça à moi, parce que j'ai vu un moment, elle a vu que j'avais des yeux bleus, et en fait, elle m'a confié cette chose-là que la fille de Claudel lui avait dit. Et c'était un joli cadeau, parce que moi, c'est vrai que j'ai eu la chance là de pouvoir découvrir cette captation. Je l'avais pas vu le spectacle, et je n'avais pas lu le soulier de satin. Donc là, j'ai eu l'impression de découvrir ce monument à tout point de vue. Et puis la mise en scène de Vitesse est absolument époustouflante. Michael et Didier Sand sont incroyable, donc il fallait justement dépasser cette petite pression-là. Oui, c'est ce que je voulais vous demander, c'est-à-dire que quel est l'intérêt pour vous d'aller vous regarder les 11 heures de représentation, ou peut-être pas tout, mais vous l'avez vu ouais. Bah, pareil, en fait, comme maintenant on peut le trouver en DVD, on a la chance de pouvoir le regarder. Mais quand on s'apprête à jouer ou à dire Prouès, parce qu'en plus le théâtre à la table, c'est un exercice vertigineux pour vous, hein, je le rappelle, vous avez 4-5 jours pour prendre un rôle, et puis ensuite tout ça est filmé et définitivement posté sur YouTube. Ces interprètes. C'est pas un peu... Enfin voilà, cette interprétation de Ludmilla Michael et la mise en scène de Vitesse font partie de la mythologie du théâtre contemporain. Vous avez sans doute grandi avec ça en tant que comédienne. Est-ce que c'est pas un peu écrasant de partir de ça? N'ayant jamais vu la captation, enfin le spectacle, en fait, ça m'a aidé plus que l'inverse. Enfin, évidemment, je ne me disais pas, c'était au contraire, c'était de la chaleur, c'était du vivant, c'était du palpable, alors que l'œuvre à lire, pour le coup, en 5 jours, je me suis dit, ne t'invente pas n'importe quoi. Je passe à côté des 3/4 de la pièce, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses, les grandes lignes me viennent, mais enfin le détail du texte, comment chaque scène se construit, je n'aurais pas le temps de faire ce travail. Et de le voir, en fait, ça m'a donné du concret. J'ai vu que les scènes étaient limpides, étaient claires. Il y avait des sens, moi, qui m'apparaissaient grâce à eux, dans sa forme théâtrale, beaucoup plus facilement qu'à la lecture. La lecture enfin, je sais pas si c'est ce que vous avez expérimenté, mais la lecture de Claudel, elle est quand même réputée compliquée au premier abord. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont abstraites presque, et une fois qu'elles sont dites, elles jaillissent. Oui, il y a ça, il y a vraiment dans sa forme, on le constate en écoutant les scènes des autres. Ouais. Sur une semaine déjà, oui, souvent. on voyait. Mais on voit le chemin que ça fait. Ouais. Vous l'aviez lu, Juliane, vous le connaissiez ce texte ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais je connaissais très peu Claudel, jamais travaillé Claudel non plus. Ouais, donc vraiment, complètement vierge, ouais. Non, c'est une vraie découverte. Et à la première lecture, alors aussi peut-être parce que la première journée, elle est un peu, les scènes sont plus courtes que par exemple les grandes traversées de la 3e journée, où on sent qu'il y a des situations, enfin il y a des choses qui se développent parce qu'il y a un passif entre les personnages et on est enfin l'histoire a tellement avancé. Ça a pris du souffle un peu. Ouais. Mais en tout cas quand j'ai lu la première journée, du coup j'ai dit après aux copains, mais c'est extraordinaire ce truc. On dirait, alors que j'aime pas parler comme ça, mais Didier Sand m'en voudrait de dire ça parce qu'il m'irait, tu vas encore parler des séries. Oh les jeunes, vous parlez des séries, des films. Mais vraiment j'ai lu et je me suis dit, mais ça c'est vraiment une série HBO qui pourrait être géniale parce que c'est épique, parce qu'il y a des histoires d'amour, parce que les rapports hommes-femmes sont extraordinaires, parce qu'en fait il y a l'objet théâtre est sublime, mais en plus il y a c'est extrêmement moderne en fait dans la façon, je trouve, dont c'est les collages qu'il fait, ce qu'il s'autorise à faire, les décors dans lesquels il plante les scènes, un peu. C'est vrai que ça nous faisait beaucoup penser à Per Gynt d'Ibsen, qu'on avait travaillé déjà avec Eric Ruff.
où il y a plein de choses comme ça, où ça foisonne, on passe d'un pays à l'autre, d'une scène de tragédie à une scène de comédie. Et vraiment, il y a plein de moments où on pensait à Game of Thrones. Enfin, donc j'ai trouvé ça absolument génial, quoi. Et moderne. Ouais. En fait, vous dites ce qu'il s'autorise à faire, c'est-à-dire, à un moment donné, Eric Ruff, dans sa présentation, parle des rejets de ligne en disant il faut respecter les rejets de ligne et surtout les écouter parce que je sais même pas ce que c'est qu'un rejet de ligne, mais j'ai eu l'impression que c'était un truc de théâtre génial qui fait qu'en fait, il stoppe les élans. Il y a un début de phrase, un verbe et il va à la ligne. Donc ce suspens-là, comment le marquer pour réattaquer ensuite, alors qu'en fait la suite logique ferait qu'on enchaînerait. Ouais. Et qu'est-ce que ça crée à la fin de... Ouais. Et comment on joue un rejet de ligne? Un rejet de ligne, un rejet de ligne, c'est qu'en fait les gens, même chez Claudel, où cette langue est sublime, parlent pas bien, savent pas forcément aller au bout de ce qu'ils ont à dire, de s'exprimer. Et lui, il disait, c'est ça que ça sous-tend en fait, c'est ça qu'il faut réussir à jouer. Mais donc en fait la forme, si je comprends ce que vous dites, c'est que la forme finalement et l'intention et la narration sont beaucoup plus lisibles et modernes peut-être que la langue qui elle est quand même un sacré morceau mais en même temps à comprendre, à digérer. Moi par exemple je savais pas qu'il y avait le vers claudélien. En fait, au bout de 3 jours de répétition, c'est Clément Bresson qui m'a dit, mais tu sais, il existe, je fais le vers. J'ai fait le vers, oui, je fais le vers claudélien. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, moi, je l'ai vraiment pris. J'ai pris l'objet tel qu'il est, sans me dire qu'il y avait une forme. J'ai même pas pensé à des vers, j'ai même pas pensé à... J'ai senti tout de suite le poème, mais je l'ai vraiment pris comme ça, comme matière brute. Et comme Eric Ruff, au tout début des répétitions, il nous a dit, ne soyez pas précieux, il nous a absolument pas parlé du vers claudélien, parce que je crois qu'il avait aussi envie que justement, on n'impose pas une forme, on pense pas forme, qu'on prenne cette matière de manière ludique jusqu'au bout, c'est-à-dire dans l'exercice du théâtre à la table et dans juste ce qui est écrit. Donc en fait, moi, au début, je l'ai travaillé comme ça. C'est qu'après, on m'a dit que... Mais je ne regrette pas. Je regrette pas ça parce que du coup, je n'ai pas du tout subi, même dans le texte, en fait, une quelconque forme un peu... pas du tout. J'ai aimé tout de suite l'humour, les ruptures, l'insolence. Enfin, je me suis amusée avec tout ça et ça me donnait envie. Et plus on travaillait, plus ça me donnait envie. Et puis quand, après, Clément m'a dit le vers claudélien, je me suis dit, si on travaillait... si on était vraiment en répétition, alors en dernier, je réfléchirais à la musique cette histoire du vers. Mais qui est pas écrasant dans la forme. C'est pas. Il y a de temps en temps, il est particulièrement marqué, mais sinon, il est quand même assez fluide. Hein. Il y a pas. Jean-Luc Lagarce, c'est beaucoup plus la forme formelle, beaucoup plus palpable, je trouve. Enfin, non, c'est plus le sens et l'inspiration, l'épique, le sens de ce qu'il raconte aussi. Mais c'est vrai que c'est épique et qu'il y a un souffle shakespearien incroyable. Il y a de la joie, il y a de la rancœur, il y a de l'orgueil, de la passion, la colère. Et jouer ça au théâtre à la table, en fait, c'est une espèce d'injonction contradictoire. Hein, parce que le théâtre à la table, c'est une forme intime théâtrale. Ouais. Et vous êtes face à des... c'est les questions on traverse tous. Moi, vendredi, puis on en a parlé avec Suliane et tout ça. Ça fait vraiment partie des questions quand tu te dis... Sur la forme du théâtre à la table, c'est-à-dire jusqu'où aller, sachant que t'as pas tout compris, que tu maîtrises pas tout. Donc, où est-ce que tu peux plonger vraiment dans l'incarnation ou pas, l'exercice de lire, et il y a quand même l'objet en main qui est très contraignant. Les potards, et après c'est un peu il est contraignant parce qu'il chaque acteur le gère différemment dans votre souffle de théâtre. Gilles David dit à un moment donné, il faut traverser en fait la langue la langue et ne pas l'intellectualiser du tout et y aller, essayer d'aller au bout avec son souffle et quand même comprendre ce qu'on dit. Donc il faut à la fois respecter
De toute façon, c'est autorisé, je trouve. De toute façon, on sentait les moments où on pouvait pas faire autrement que de se lever, monter sur une table. C'est beaucoup plus physique les choses. le théâtre à la table que d'autres, par exemple. Avec alors moi j'ai pas pu expérimenter, j'en ai pas fait d'autres, mais en tout cas sur ça c'est sûr que c'est physique. C'est technique de jouer Claudel. Est-ce que c'est technique de jouer cette langue-là? Ah oui, je pense. Oui. Alors là, elle est sollicitée par l'exercice de la lecture aussi, d'arriver à puis on connaît pas encore le texte, suffisamment le texte ni de l'autre et tout ça, donc il y a une contrainte de lecture même. Mais oui, on sent que en incarnant ça, c'est hyper technique. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu parlais de Lagarce, et c'est comme si parce que Lagarce, il y a ça aussi, il y a une forme qui peut être difficile, même apprendre un texte de Jean-Luc Lagarce, c'est quand même se mettre la tête dans un mur, c'est très dur, ça rend un peu fou, mais c'est un peu comme Claudel, c'est que pourquoi ? Parce que c'est tellement formel. Puis il y a aussi des retours à la ligne, mais lui il y a plein de tirets, et c'est un peu aussi des personnages qui commencent à dire quelque chose, mais ils vont penser à autre chose entre temps. En fait, ils ne font que des comment on dit, c'est quand tu sors d'une discussion Oui. On va toutes des escapades. Des pas de côté. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que ça rend fou, parce que quand on apprend, c'est pas des personnages qui ont une pensée droite, en fait. Il n'y a pas de repère mémoriel. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et comme il écrit beaucoup sur la répétition, que ça se ressemble jamais vraiment exactement, c'est jamais exactement la même chose. Mais c'est un peu comme Claudel. Ce que je voulais dire, c'est que c'est écrit pour les acteurs. C'est écrit pour le jeu. Et ça, en fait, je pense que c'est pour ça qu'on a eu autant de plaisir à faire ça, même à la table. C'est qu'on sent ça, et ça met dans une telle joie, parce que ça pourrait être aussi un peu tellement difficile ou hermétique, ou bien il faut qu'on fasse tout un travail pour accéder à la pensée de l'auteur, ou à sa poésie, à sa langue. Et en vrai, quand même, c'est très vivant. C'est ludique. Très, très vivant. De Claudel, que c'est difficile d'accès, en fait. Finalement, en fait, c'est le contraire. Ouais, moi, toute cette modernité. Gilles David disait dans sa présentation que justement, c'était avant tout lui, donc il fait partie de la troupe de Vitesse, puisqu'il était dans la mise en scène de 87, il avait plusieurs rôles. Ouais, super. Il n'a pas changé. C'est le même. Il dit à un moment donné, je crois, vous avez qu'à regarder, il y a un livre, vous verrez jeune, 30 ans. Il dit que c'est ça, que c'est avant tout un immense plaisir d'acteur. Ouais. Et Prouès, dans cette histoire-là, vous, en si peu de temps, vous avez, parce que c'est un magnifique rôle de femme, vous avez réussi l'une et l'autre sinon à la cerner, mais en tout cas à vous l'approprier un peu, parce que c'est ça fait partie de votre travail. Il y a un petit coude, un petit bras qui s'est emparé de cette figure féminine incroyable du théâtre que moi je découvre. Enfin, c'est ça aussi, c'est le plaisir de se dire tiens, ça y est, maintenant je sais qui est. Enfin, je sais. Non, pas complètement, mais j'ai fait connaissance avec Prouès. Et j'avais regardé la première journée, et en le regardant, pareil, entre Ludmilla, là c'était Suliane, c'est ce relais-là de se dire cette figure Prouès, enfin je vois ce que ça veut dire, cet amour impossible. Vous connaissiez le personnage d'Isée dans Le Partage de Midi, parce que c'est le même personnage en réalité, et c'est celui de Rose Vetch, donc la fameuse l'amour adultère de Claudel, avec qui il a eu une enfant. Toute cette histoire, vous la connaissez peut-être mieux. Partage de Midi plus. Ouais, plus. Pour le coup, il y avait des scènes travaillées. Moi, j'ai jamais travaillé avec Claudel, mais la mise en scène de Yves Bonnen avec Marina Hans était époustouflante. Ils étaient extraordinaires. Vous les avez vus. Ah ouais, j'étais bouleversée. Et est-ce que vous vous êtes parlé de votre personnage, parce que vous n'avez même pas eu le temps de vous croiser? Non, c'est pas croisé. Vous n'êtes rien transmis? Non, mais en même temps, par exemple, après j'ai entendu Elsa dans la 3e journée, ce qui était chouette aussi, c'était justement, puisqu'on ne fait que s'approcher de cette figure, de ce personnage, on n'a pas. Après, il faudrait répéter 2 mois pour en savoir un peu plus, mais du coup, j'entendais Elsa et je me disais, c'est chouette d'avoir fait du coup plusieurs distributions, et
c'est la même chose pour Rodrigue, là, quand Thierry Ancis l'a joué. Parce que finalement, il y a la nature d'une autre comédienne qui, dans le même laps de temps, apporte sa voix et sa nature, son tempérament. Et du coup, on entend, ça fait découvrir les choses tout de suite autrement, ça les nourrit tout de suite. Enfin, je trouve que ça met plusieurs visages. Et ces personnages, je pense, ont plusieurs visages, en fait. D'un seul coup... voilà, quand j'entendais Elsa, je me disais, ah oui, quand même, pour elle, à la 3e journée, c'est quand même plutôt ça, ça, ça et ça. C'était très loin de ce que j'avais ressenti sur la première journée. Mais sans doute, le personnage a-t-il évolué de toute façon. Oui, de toute façon. La forme de cette 3e journée est très particulière quand même. Hein. C'est presque. C'est jamais la même forme. Quoi. C'est une espèce de. La première, c'est des scènes, comme des petites pièces les unes après les autres. Ouais. La deuxième, je ne saurais pas la définir. Je sais pas, c'est l'histoire qui a lieu, qui s'organise avec la distance. Qui pose les choses pour la 3e. Ça se retrouve pour finalement. Et la 3e, vous aviez une petite appréhension? Ouais, oui. 3 grands scènes énormes. La scène avec l'ange gardien, elle est tellement difficile. C'était avec. Pourquoi elle est difficile? Avec Laurence Viala qui joue l'ange gardien? Parce que moi, j'ai pas une culture. Je suis pas baptisée, alors j'ai des lacunes et je me dis là il y a toute une dimension qui demande un savoir aussi de tout ça. Moi ça me demanderait un gros travail là à un moment je dis à Thierry, mais elle dit quoi là? Là elle est au purgatoire. Voilà, il y a des choses comme ça et après ça paraît une évidence, mais moi c'est pas quelque chose qui me paraît évident d'emblée. Donc c'est tout ce chemin-là aussi, par exemple, moi qui me passionne, parce que justement, on me dit, tiens, c'est des œuvres qui permettent de... Ce travail-là de recherche, de compréhension, de tout ce qui est périphérique, en fait, au personnage et au texte que vous avez à dire, c'est un travail que vous faites systématiquement? Ou c'est un travail, quand vous vous saisissez d'un rôle et qu'il est ambitieux, est-ce que c'est un travail que vous faites ou ça dépend vraiment et c'est vraiment lié à l'œuvre et à ce qu'elle appelle? Si vous deviez là jouer le Soulier de Satin, si admettons qu'Éric Ruffs décide de le monter, ça nécessiterait un gros travail d'appréhender Prouès, de comprendre, d'aller chercher l'histoire de Claudel et Rose. Vous feriez tout cela ou c'est pas nécessaire? Si, moi je le ferais. Oui. Chacune son style, non? Ouais. Vous le feriez? Un peu ce qu'on a fait là, à tâtonner, à regarder le vitesse, Gilles, les petits moments de présentation. Le premier jour des lectures, Gilles, lui avait traversé cette mise en scène avec vitesse. Et puis après, là, Thierry nous a fait aussi tout un... on s'en empare en fait. En 5 jours, on s'en empare. Donc sur un travail de 2 ou 3 mois, évidemment, il y a une plongée. On a envie. Moi, je serais très curieuse d'avoir tout l'historique pour m'en débarrasser d'autant plus après. Mais ça la curiosité ou ça permet de nourrir quelque chose. Les deux. La curiosité, bien sûr. Les deux. Ouais. Moi, j'ai aussi pareil quand on a lu là et qu'on était sur la première journée. C'est étonnant aussi maintenant parfois, comme ici on travaille quand même beaucoup le répertoire classique, quoi. En lisant ça, je pensais à plein d'autres personnages, en fait, d'autres figures. Que vous avez jouées ou que j'ai pas forcément joué. Mais dans celles que j'avais jouées, et parce qu'on pense évidemment à Don Juan quand on est quand on lit le Soulier de Satin, et évidemment à Elvire. Je pensais même à Juliette de Roméo et Juliette, ou avec les camarades, avec Gilles David et tout ça, on pensait aussi à Solveig. Je sais plus pour quel personnage il parlait de ça, aussi Christian Gonon sur la 4e journée. Je crois que c'est la 4e journée où il y a une femme qui a attendu toute sa vie finalement son homme là qui va revenir. Et je connais pas encore très bien toute la 4e journée. Non, elle a un nom. Oui. Ouais. C'est le soldat qui revient. Donc en fait, on sent aussi qu'il s'est quand même inspiré de d'autres œuvres en fait, d'autres auteurs pour en faire. Que vous connaissez ou que vous avez traversé. Ça fait des petits échos. C'est assez agréable. Mais c'est peut-être en cela il écrit pour les acteurs, c'est-à-dire qu'il écrit aussi pour des gens qui aiment le théâtre et qui connaissent le théâtre, sans doute. Cette histoire de versets claudéliens, ce souffle épique, qu'est-ce qui, à plusieurs reprises, quand on en a discuté ici et en dehors,
les personnes avec qui on en discutait, Éric Ruff notamment, mais aussi Didier, disaient qu'il y avait un souffle shakespearien. Est-ce que vous connaissez sans doute mieux, vous avez plus joué Shakespeare, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez également? On sent que c'est pas un théâtre psychologique. Donc quand il y a un mouvement, en fonction de ce qui se dit, c'est un mouvement. C'est-à-dire qu'une réplique amène l'autre et elles se répondent, elles avancent. Il y a quelque chose qui se construit par le rythme du texte lui-même, la matière du texte. Donc ça, ça fait écho à du théâtre comme Shakespeare et tout ça. Ça se construit sur la matière du texte, mais le rythme naît de ça, le souffle naît de ça. Il n'y a pas de psychologique. Il n'y a pas... C'est pour ça que c'est un autre type de fatigue, je pense, à l'arrivée. Quand on disait tout à l'heure, ça doit être physique et ça doit être éprouvant physiquement. Parce que Shakespeare, c'est éprouvant physiquement quand tu joues... ou un peu Hugo aussi. C'est éprouvant physiquement, pourquoi? Parce qu'en fait, faut le tenir, pour lui donner le souffle, faut lui donner corps. Enfin, du coup, il y a un engagement un peu total, en fait, pour tenir tout ça, quoi. Parce que qui dit souffle, dit que c'est physique, quoi, en fait. Après, ils avaient leur intégrale sur 12 heures. Ils disaient que c'était un truc d'athlète et qu'en fait, lui, sa grande angoisse, c'était pas tellement d'échouer, en fait, c'était d'arriver à tenir. Ouais. Moi, j'imagine. Et vous avez, déjà expérimenté, en dehors du Soulier de satin, dans votre vie, il y a un effort physique, en fait, à être sur scène, beaucoup plus que, j'imagine, devant une caméra de cinéma. Lucrèce, c'était... Ouais. Et c'est pas 12 heures. Et ça veut dire qu'on fait attention à tout ce qu'on mange, à tout ce qu'on boit, au sommeil. Ça veut dire que... Parce que lui disait ça, on rentre au couvent, quoi. Non, vous êtes rentré ça demande. Non, mais disons qu'on sait qu'on a ça et que... Il y a une vigilance. C'est sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi cette période-là, parce qu'on la voit, faut tenir vocalement, parce que là, c'est ça. Moi, quand j'ai vu l'œuvre, et puis là, les journées traversées, c'est-à-dire que l'outil du texte à porter, tout ça, ça demande une forme. Et Claudel, et de l'éclat, et de la vitalité, de l'énergie. Donc l'énergie, elle n'est pas d'une part, quoi. C'est pas un théâtre en creux. Après, ça n'empêche pas l'humour. C'est quoi un théâtre en creux? Oui. C'est quoi? Je sais pas comment dire, qui prendrait la petite porte, qui arriverait comme ça, où les personnages se parleraient l'air de rien. Alors il y a ça, il y a des moments, c'est pas tout le temps, mais enfin c'est quelque chose d'assez frontal. C'est un théâtre assez franc, direct, charnel, et puis qui est généreux. C'est un théâtre qui un peu opératique aussi. Non? Oui, et puis qui se livre, qui se donne. Donc ça sollicite une énergie particulière. Bien sûr. Pas du tout compatible avec le Covid, tout ça. Non. À jouer sur scène. Donc le théâtre à la table, alors on en a parlé, je sais plus à combien de représentations on en est, décidément sur les chiffres, je suis pas très calée, et Arthur ne peut pas prendre la parole, je crois. Non, il peut pas parler. En tout cas, un certain nombre de représentations, peut-être 25, 26 depuis novembre 2020. Comment on en a déjà un peu parlé, mais comment vous définiriez, maintenant que vous en avez fait l'expérience l'une et l'autre, plusieurs fois, la spécificité de cet objet hybride? Est-ce que c'est pas encore plus... est-ce que ça demande pas encore plus aux acteurs? Est-ce qu'ils doivent pas tout porter? Il n'y a plus rien, il n'y a pas de costume quasiment, à part cette petite veste que vous êtes transmise. Il n'y a pas de décor. C'est à vous d'y aller, en fait. Il y a le texte et vous qui êtes les médias de ce texte et du sens que l'auteur a voulu y mettre. Ouais. Alors après, chaque lecture à la table a eu ses variations. Mais c'est vrai que là, sur le Soulier de satin, il y a une petite mise en espace quand même. Il y a des histoires de tulle. Il y a quand même quelque chose, une machine théâtre. Vous pouvez pas vous protéger derrière ça. C'est quand même à nu, quoi. Mais en même temps, ça reste un exercice, j'ai l'impression, pour les acteurs, de toute façon, c'est ludique. Parce que c'est pas les mêmes prises de risque. En fait, c'est comme quand on mange et qu'on fait un dîner entre amis et qu'on est autour de la table et que c'est de toute façon chaleureux, à moins qu'il y ait vraiment un gros souci, je sais pas, de personnes qui ne s'entendent pas ou qu'il y a un énorme problème. Mais c'est ce côté-là aussi, je pense, c'est l'exercice, c'est le fait d'être autour d'une table, entre nous, le texte à la main,
C'est ludique. Je pense que du coup, on est heureux de faire ça, d'être ensemble. Et en fait, ça déplace un peu les enjeux et de manière assez ludique, on travaille. Mais ça reste très léger. Il n'y a pas de danger. Il y a un danger à être sur scène. Ça doit être le livre qui fait qu'il n'y a pas de mise à nu. Je pense pas qu'il y ait de mise à nu. Après, il y a des prises de risque, mais pour rejoindre ce que dit Suliane, il y a du coude à coude. C'est-à-dire que la prise de risque, on la prend tous. Parce que, en effet, il y a moins de prise de risque sans le texte. Là, on a un appui. Ouais. Mais il faut quand même un peu y aller. Mais on est tous au même endroit. Enfin, je veux dire, on est tous à égalité sur la difficulté de cet exercice et de livrer en incarnant un tout petit peu, en donnant une esquisse d'une incarnation, à faire comprendre une œuvre. Mais il y a cette chaleur dont parle Suliane où on est tous à la même enseigne en fait et on dit bon allez pendant 3 heures on y va. Ça c'est extrêmement joyeux. Ça reste comme un exercice. Et oui. Donc dans l'exercice, j'ai l'impression que l'acteur ce qu'il sollicite c'est une vraie disponibilité, que lui soit disponible et avec le groupe. Évidemment, on fait ça aussi quand on est sur scène. Mais sur scène, parfois, il y a plein c'est une autre façon d'appréhender le jeu. Là, je trouve que c'est... Sur scène, il y a quand même des moments et des déplacements. Enfin, il y a tout est codifié, en fait. Vous pouvez... c'est organisé. Normalement, c'est tendu. Là, il y a une espèce de concentration qui est très particulière. Ça, c'est sûr. La première, donc Bajazet, et pourtant, ça avait été monté au théâtre devant le public à la table, donc c'était une forme qui connaissait déjà le texte. Je me souviens très bien d'Hervé Pierre disant on est épuisés. En fait, ils étaient. En plus, il y a cet élément cette caméra qui vient au plus près. Ouais. C'est pas une captation. Est-ce que ça rajoute quelque chose dans la tension ou dans le. Est-ce que ça rajoute quelque chose dans votre jeu, le fait qu'il y ait Clément et ses caméramans qui tournent autour de vous? Vous avez l'habitude, c'est comme un point de repère parce qu'en plus il n'y a pas une caméra, il y en a 4 ou 5, donc on est cerné. Il y a une intention, moi je trouve que ça. Vous savez qu'il y a une intention derrière en fait. Bien sûr. Si vous ne la connaissez pas. C'est marrant parce que sur les damnés, comme il y avait aussi une vidéo, c'est marrant parce qu'il y a un peu cette sensation, c'est-à-dire que justement, comme c'est un travail à la table, il y a des moments d'envolée, alors avec des répertoires comme ceux-là particulièrement, où on sent qu'on est emporté par quelque chose, puis on se dit. Je suis filmée. Donc peut-être que ça demanderait un tout petit peu à faire attention, à ne pas justement de se dire. En plus là, c'était sur le plateau de Richelieu, donc on était assez content, même si la salle était vide, d'être sur ce plateau. Donc il y a une envie de grandeur, une envie d'élargir. Et puis on se dit non, en fait, l'exercice c'est pas celui-là. Enfin, voilà, ça n'est pas parce qu'il y a cette présence, voilà, qui fait que on sait qu'on est en gros plan et donc ça demande une petite adaptation où on perd jamais de vue qu'on est filmé, ça c'est sûr. Enfin, puis on peut pas les oublier. Parce que j'ai l'impression que c'était pareil sur la 3e journée qu'on avait quand même le track. Comme si aussi derrière la caméra, c'est le moment, c'est un peu comme une première, quoi. Même si les gens ne sont pas là, c'était quand même, ça devait être particulier parce que tout était nouveau, parce que vous avez gardé des objets, des principes aussi, comme un fil rouge au fil des 4 journées. Mais la première, c'était une mais ça me l'a fait aussi sur la 3e, alors que j'avais je disais une toute petite phrase à la fin, mais l'enfant, comme si la caméra, elle c'est tout. Enfin, on imagine les spectateurs qui ne sont pas là. En fait, c'est comme l'œil du spectateur. Donc il y a quand même un enjeu avec cette caméra. Ah bah oui, bah, c'est le public. C'est le public. C'est pour eux que beaucoup plus que quand vous savez que vous êtes capté. Bah là, oui, on sait que on le raconte pour eux. Enfin, il y a pas. Enfin, moi en tout cas, je sais pas, mais je pense pas qu'on se rajoute à l'exercice qu'on fait un film ou quoi. On sait très bien que c'est du théâtre et c'est ce qui nous fait dire là ce soir on joue pour le public. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration à approcher Prouès, donc ce rôle mythique, et d'autres, même au théâtre à la table, puisqu'il y a eu des objets très ambitieux depuis le début, et à ne pas y aller vraiment? Si. Est-ce qu'il n'y a pas des envies qui naissent Si, c'est justement moi je sais que le track que j'avais vendredi par exemple, un peu moins sur la 2e journée, parce que, mais d'ailleurs,
moi j'ai fait les 2 journées, 2 et 3, mais c'est des circonstances en fonction des disponibilités des unes des autres. Donc ça m'a été demandé la 3e, mais voilà, normalement ça aurait pu être une autre prouesse. Vous avez eu 2 Rodrigue du coup. J'ai eu 2 Rodrigue, oui. Bastien Fodoro et Thierry Ancis. Mais justement la pression c'est ça, c'est de se dire je vais l'approcher, je vais faire de mon mieux dans cet exercice tel qu'il est demandé. Mais petite frustration de me dire mince, c'est surtout pas comme ça qu'il faut le jouer. Enfin, des sensations aussi de traverser. Mila Michael disait oh là là, quand je regarde tout, j'aurais tout joué différemment. Est-ce que c'est pas oui, c'est difficile de se voir, mais quand c'est comme ça un peu jeté en une fois. Forcément, on est face à ce qui va pas plus qu'à ce qui va, voilà, ou tout à coup on bute sur une phrase parce que d'un coup on sait que c'est filmé et il faut justement arriver à pas se faire trop de mal et à se dire que c'est les aléas et l'improvisation de cet exercice, l'accepter tel quel en fait, ne jamais trop souffrir de ça, parce que ça évidemment ça fait souffrir, enfin souffrir grand mot, mais oui, ça frustre un peu. Oui. Juliane? Non, je me suis pas encore. Vous l'avez vu ou pas? Vous vous êtes vu? Vous avez regardé? J'ai regardé le début de la première journée, mais non, j'ai pas vu. Non. Mais j'ai regardé. Mais je pense que j'aurais plus de. Moi, j'ai jamais me regarder, donc je pense que j'aurais plus de plaisir à regarder la 2e, la 3e quand j'ai vu, même si parce que je les ai beaucoup regardés, écoutés. Après moi je travaille la 4e journée, on commence là seulement et on le prépare pour samedi, donc je suis encore dedans là, du coup je ressens pas encore de frustration, j'ai encore à faire à malaxer pour le théâtre à la table, mais peut-être après si, mais de toute façon dès la fin de la première journée je pense que c'était très collectif, on a tous dit à Eric il y a eu un vrai engouement de la troupe, quoi. Oui. Même ceux qui ne connaissaient pas Claudel ou qui n'avaient pas envie de Claudel. Surtout ceux, je crois, qui ne connaissaient pas. Non, ça a conquis tout le monde. Il y a un vrai désir maintenant. Mais un théâtre assez, finalement assez accessible, ludique. Enfin, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la captation. Et puis c'est ça que Eric a. Je crois sur cette première journée, les triviales, les parfois sublimes, ça passe de l'un à l'autre. Et vendredi, donc, comme moi je viens juste à la fin, je les ai regardés, écoutés, et vraiment je me suis dit, mais c'est étonnant à quel point on est spectateur du début à la fin, et ça rend un peu accro. Il y a un grand plaisir de spectateur, un grand plaisir de théâtre en fait, avec Claudel. Ouais, ça je trouve ça assez fascinant. Tout à l'heure vous disiez que vous étiez coude à coude, vous étiez ensemble et face à ce vertige, quoi, et donc cette imperfection qui fait partie du jeu. Est-ce que ce serait possible si vous n'étiez pas une troupe, avec cette connaissance presque intime les uns des autres et cette confiance, en tout cas de travail, Est-ce que vous... Je pense que ce serait possible. Ça laisserait un souvenir. Je pense qu'une expérience comme ça avec des gens qu'on connaît pas, à la fin, on a l'impression de les connaître un peu. Nous, on a ce plaisir-là d'emblée, en fait. On a cette joie, en dehors de la difficulté de certaines partitions, du trac relatif pour chacun. On a de toute façon cette joie-là de se dire, on a eu la chance de faire ce théâtre à la table et de se retrouver les uns les autres. Là, en plus, une fresque qui fait qu'on est assez nombreux. Quasiment tout le monde y passe, sauf ceux qui répètent oui, pièce, voilà, exactement. Mais la joie des répétitions, de se retrouver pour faire ça, traverser ça ensemble, elle a été là, mais d'emblée. Il y a une belle atmosphère. Enfin, je veux dire, on est arrivé sur le plateau de Richelieu, mais même pour les régisseurs généraux, les techniciens. Enfin. De se retrouver. Quand même, vous étiez à Richelieu en plus. Oui. Vous avez retrouvé Richelieu. Pour des tas de raisons artistiques, mais aussi logistiques, je crois, le plateau de la salle Richelieu. Alors cette salle, bientôt, ainsi que les 2 autres salles du Français accueilleront de nouveau le public avec vous sur le plateau.
Enfin, je regarde l'heure parce que souvent, c'est l'imminence de cette reprise et après avoir eu, parce que vous n'aviez pas retrouvé les plateaux de Richelieu, pardon, depuis Noël en fait, depuis depuis la fête de Molière ou alors depuis le mois de janvier. Oui, et encore on était filmés. Enfin, le plateau était. Vous étiez dans la salle. Il y avait le rideau de fer parce qu'il y avait les travaux sur le plateau, donc nous on était en corbeille et puis au parterre. C'est la première fois depuis toute cette affaire que vous retrouvez le plateau Richelieu. L'année dernière, en fait, juin dernier. Et donc vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes dans quel état tout court? À quelques jours. À quelques jours. C'est joyeux de sentir que la vie va reprendre un peu ses droits là. Voilà. Après, tant qu'on n'y est pas, moi je reste prudente. Je reste prudente. Mais ça va être sentir la salle, même si ça se fait progressivement. Même s'il y aura 3 personnes. Voilà, ça va être 30% de public, puis après, ça va aller progressivement. Mais de sentir déjà que la sève reprend dans l'arbre. Voilà, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien à tout le monde, aux spectateurs. Vous avez envie de retrouver votre rythme fou, parce que vous avez un rythme fou à la Comédie Française. Ouais. Puis retrouver tout le monde, retrouver même en dehors du plateau, c'est les atmosphères. Arthur, il était à fond depuis le départ de cette pandémie. Voilà, il y a certains services qui n'ont tellement pas chômé du tout. Mais là, c'est de retrouver, voilà, exactement, c'est de retrouver pour chacun la ruche. La ruche, elle est de partout en fait. C'est pas que les acteurs. Mais c'est sûr que ça va faire beaucoup de bien. Ça va faire beaucoup de bien. On se manque tous les uns les autres. Pour ça, ce théâtre à la table, il nous a permis quand même de vous voir toutes les semaines. Voilà. Après un test antigénique. Toujours un plaisir. Bon, merci. On adore. Les couvillons. Un nouveau mot dans le dictionnaire Larousse, les couvillons. Merci beaucoup Elsa Lepoire, merci Suliane Brahim. Merci. D'avoir partagé avec nous votre expérience claudélienne et bravo pour ces magnifiques interprétations de prouesse. En tout cas, ces tentatives de prouesse, je sais pas comment on peut dire, à la table, voilà, bravo pour ce saut vertigineux. Merci à Arthur Lenoir et merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre soutien et votre fidélité et vos très gentils commentaires. Voilà, tout de suite, nous diffusons les images de la première session de travail sur la 4e journée à laquelle vous avez participé, Suliane. Direction artistique Christian Gonon, avec dans le rôle de Rodrigue 34 ans après, Didier Sandre. Bonne soirée avec la Comédie Française. Quatrième journée. Je déclare la 4e journée ouverte. Bonjour Clément, qui nous accompagne depuis longtemps, très longtemps, trop longtemps. Bonjour à tous, 4e journée, enfin. Il n'y a pas la 5e. Et il n'y a pas la 5e. Je dis enfin parce que dès que ça démarre, quand on sait qu'on va s'occuper de la 4e journée, c'est un petit peu comme dans une pièce qui démarre, on est dans le 4e acte, et on est toujours chez soi. On n'a pas le droit de venir au théâtre, et puis non, mais tu viendras plus tard. Et tu as les copains qui jouent, il y a plein de choses, et toi, t'es... Alors l'autre chose, c'est que j'ai piqué plein d'idées, comme je n'en avais pas, à tous mes copains, et je vais finir avec Thierry ce soir, enfin bientôt pour la 3e journée. À propos de toutes ces journées, il y a quelques-uns d'entre vous ont fait les 4. Vont faire les 4, Clément? Je crois que tu vas faire les 4. Alain? Bakary, t'en as fait que 3. Bon, Vincent, bien sûr, au piano, a fait les 4. Et puis, Suliane, tu en as fait 2 ou une grande, et puis la 3e, comme ça. Et puis, il y a plein de jeunes. Moi, j'ai fait les 4, il y a longtemps, mais j'ai fait les 4. Alors, monsieur Sandre, s'il vous plaît, vous qui ne connaissez pas beaucoup Claudel. J'ai fait les 4. C'est vrai, tu as fait les 4. Plus le Père Jésus dans la première quand même. Il va être infernal. Vous savez que il m'a été imposé par la production. Il va être infernal. Et puis il y a des jeunes, des tout jeunes qui font pour la première fois cette 4e journée. Donc c'est très bien, ce mélange-là va faire quelque chose de bien. Si, non, mais les jeunes, c'est pas les jeunes. Les jeunes, c'est ceux qui l'ont jamais.
Non, mais je parlais des jeunes, des académiciens. Les vierges. Il a fait exprès de jouer. Attends, cette présentation, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai vu toutes les présentations, les gens étaient super sérieux. Je me sentais aussi humiliée. De toute façon, cette 4e journée, c'est simple, c'est très simple. C'est sous le vent des îles Baléares. Toute cette journée se passe sur la mer en vue des îles Baléares. Donc pour les costumes, c'est réglé, tous en maillot. Il fait chaud, il fait beau, c'est tout simple. Je voudrais juste lire une phrase de Donia Music en début pour nous, parce qu'elle me parle de comment pourrait se passer cette 4e journée. Et Donia Music, je ne sais plus si elle le dit dans la 3 ou la 2, dit cette petite phrase: « Plutôt que de nous opposer aux choses, il n'y a qu'à nous embarquer adroitement sur les mouvements bienheureux. » On va s'embarquer sur les mouvements bienheureux de cette 4e journée, qui est une journée flottante, puisque c'est que sur des bateaux. Donc ces tables, il y a encore le thé traditionnel aujourd'hui, que l'on retrouve dans toutes les journées. Thierry les a espacés un tout petit peu. Nous, on va comme la tectonique des plaques, elles vont se séparer petit à petit pour que chacune des tables fasse un bateau. Donc il y aura ce thé au début, mais qui, au fur et à mesure de cette 4e journée, des bateaux disparaîtront, partiront en coulisses, et il ne restera à la fin peut-être que la table des soldats et Rodrigue sur un tabouret avec peut-être un pupitre devant, mais les tables auront disparu. Les bateaux se seront dissolvés. Dissous. Voilà. Je savais bien que tu me serais nécessaire au niveau du vocabulaire juste, dissous dans la mer, comme Rodrigue va se dissoudre, puisque j'ai piqué ça aussi à Vitesse quand il parle de cette 4e journée, et le poème que je vous ai envoyé, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Dissolution, que Claudel a écrit bien antérieurement d'ailleurs avant le Soulier, me parle totalement de cette journée où les choses vont se fondre dans cette mer, et où Rodrigue va, délivrance aux âmes captives, va être délivré de son corps pour retrouver son amour spirituel, Donia Prouez. Donc c'est une journée très différente des autres. Elle peut être même jouée, elle a été jouée ou montée à part, parce que rien que dans la première scène, c'est une scène d'exposition avec les pêcheurs, où il faut un résumé de plein de choses. Une scène très importante pour faire entendre où on est. C'est eux qui le disent, on est sur la mer, il y a eu l'invincible Armada qui est parti, enfin bon, tout se passe de toute façon sur l'eau. Elle a été écrite en premier. Ah, ça je ne le savais pas. Elle a été écrite en premier et elle a brûlé dans l'incendie de Tokyo, quand il était ambassadeur à Tokyo. Ouais. Et donc après, il a tout repris par le début, si tu veux, en commençant le début. Mais la dernière journée était déjà écrite dans sa tête. C'est la première qui est née. Pardon d'avoir interrompu. Mais non, très très bien. Je le savais, j'allais le dire. Mais tu fais bien de prendre la parole. Je suis ridicule. Non, mais je ne le savais pas. Effectivement, cette journée est différente. Le quatuor claudélien classique a été dissous. Ça démarre à 4, un peu comme dans Partage, et puis là, tu es tout seul. Il y a quand même cette épée, la fille de Prouez et de Camille, ou de Prouez et de Rodrigue, puisqu'elle lui ressemble tellement. Est-ce que c'est leurs ombres qui ont fait l'amour et qui ont fait que cette épée soit née? Bon, je vais un peu vite. Dramaturgiquement, j'ai fait une petite distribution. Il y a beaucoup de gens qui font plein de choses. Et c'est voulu aussi. Déjà, je suis moins emmerdé. Non, c'est pas vrai. C'est parce que c'était intéressant d'avoir des figures comme ça qui traversent cette pièce, des figures de personnages. Si on part du japonais, Daibutsu, que fera Anne, Daibutsu, est-ce qu'il se déguise pas après en actrice pour dessiner toujours auprès de Rodrigue? C'est des questions poétiques. Je me suis dit, tiens, ça peut être beau que ce Daibutsu qui disparaît. Et pourquoi pas? Il dit, je vais me déguiser aussi, je vais faire l'actrice. Et puis je vais aller voir Rodrigue déguisé en reine, et puis je vais continuer à dessiner.
Et puis elle ne veut pas laisser son rôle. Normalement, il y a une deuxième actrice dans Et puis non, je veux continuer à faire, et elle va virer l'actrice qui veut lui piquer son rôle, elle va continuer. Et on la retrouve, il y a un couple, il y a la camériste et l'actrice, que l'on retrouve à la fin avec les deux religieuses qui viennent chercher Rodrigue. C'est un peu le fondeur de boutons dans Peer Gynt. Elle l'aide à passer le seuil de la vie à la mort. Et ça sera Claude et Anne qui fera la deuxième religieuse, qui ne dit rien, je crois, dans la... mais on reconnaît ce couple-là que l'on avait. Ça m'intéresse, ces grandes traversées. Des personnages aussi comme Clément, qu'on retrouve en pêcheur, qui est en pêcheur, puis qui est en Don Mendez, puis Don Alcindas, et à la fin qui est soldat. C'est-à-dire qu'on retrouve ta figure comme ça, qui traverse, et qui peut-être, c'est pas à jouer, mais c'est là. Dans ton œil, c'est le même qui n'est pas le même, mais qui accompagne, qui a commencé l'histoire, et puis qui va la terminer. Frère Léon, Alain, pareil que l'on retrouve dans les professeurs Inilus, Bidens, et en chambellan, et en chancelier, et qui à la fin va faire Frère Léon. Julie Labouchère, même toi, j'ai trouvé, alors c'est nouveau, je te le dis aujourd'hui, mais je m'en suis rendu compte hier, dans la scène, bon, c'est un couple magnifique, je trouve, d'amitié entre cette épée et Labouchère, ces deux scènes où tu te noies. Je vous dirais où j'aimerais que ça se passe, cette mer. Je peux vous le dire, dans la salle, dans les fauteuils, cette mer de fauteuils qui sera... Il n'y a pas à jouer, il n'y aura jamais à jouer physiquement des choses. Je parle du tug of war, du tir à la corde à un moment donné. On va quand même rester sur la lecture, de vous placer tous et toutes physiquement dans un décor, une table qui va vous aider, qui va aider à entendre le texte et à le comprendre. C'est Alicia ? Bonjour Alicia, rentre, je t'en prie. Le bateau de Rodrigue restera toujours à la même place. Alors attends, je finis avec Julie. Julie, dans la scène avec la camériste et puis l'actrice, il y a la femme de chambre qui amène un pinceau à maquiller ou un pot à maquiller, qui vous devrez vous mettre ça. Et après, elle disparaît. Et c'est toi qui vas après essayer de piquer la place, de faire l'actrice et tu fais virer par Anne. Mais chaque personnage, à un moment donné, essaie de faire autre chose ou de s'introduire dans l'histoire, d'aider cette histoire. Pour les places, il y a deux choses. Un axe qui me paraît sûr, à vérifier toujours, pareil, sur le plateau, c'est l'opposition du roi et de Rodrigue. Le roi sera sûrement au bout de ce thé, et Rodrigue, sa table, son bateau, sera au piano. Puisque la table sera un petit peu décollée, c'est un bateau atelier d'artiste rimbaldien, avec Daibutsu, Anne, qui est super importante parce que elle va nous apporter la dimension picturale qu'il y a dans cette quatrième journée où Rodrigue a l'obsession de dessiner des saints. Anne a commencé un magnifique travail sur oui, un travail pas mal, ouais, voilà, il y a quelques couleurs, enfin vous connaissez, elle fait pas mais bon, elle fait quelque chose quand même. Sur les saints, la première scène, que sont ces saints que vous montrez, vous dites, il m'a donné un Saint Jacques magnifique, c'est vous. C'est en fait, c'est chaque acteur qui joue, et vous fantasmez sur le Saint Jacques qui est sur un cheval, qui tient une lance, qui tient et c'est vous que vous voyez donc vous aurez cette chose-là que vous passerez, les pêcheurs, et que regarde, et bien sûr que vous montrerez. Par rapport à ça, comment ? Oui. Oui, c'est vraiment des dessins préparatoires. Et derrière Rodrigue, il y aura des éléments il y aura des dessins aussi. Son bateau est un atelier. Et ça sera toujours ta place. C'est une expo, quoi. C'est une expo Kessler. D'accord, tu t'es bien démerdé. Hein. Te laisse pas faire.
C'est un accord total. J'ai fait que les visages. Mais oui, mais bien sûr, que les visages. Non, mais il y a aucun. On est d'accord, que les visages. Oui, oui, elle les a fait en 2 mètres de haut, sur des. Pas du tout. Parce qu'il fallait que ça soit comme une carte à jouer. C'est une évocation. Voilà. Non, pour Pierre. Qui est dessus et Baccarie. Et ça m'amène à parler aussi et Clément, ça peut aussi t'intéresser, ce rapport avec la caméra. Bien sûr qu'il y a ce 4e mur, mais parfois, en tout cas, j'ai listé quelques points, comme le roi, le monologue du roi, il le fait, l'interrogation peut se faire totalement à la caméra. Et peut-être dans certaines scènes aussi, je ne les ai pas toutes pointées, mais quand il y a une réflexion ou un besoin d'appui, ça peut tout à fait aller et demander, questionner. Le roi questionne beaucoup à un moment. Et pourquoi ça? Pourquoi il y a une phrase de Rodrigue aussi. Tous les murs s'écartent. Tous les murs qui s'écartent, c'est comme la conscience qui s'élargit. Voilà, on écarte les tables, mais ça va aller. Didier, c'est comme disait Lars Laurel, just deliver. Voilà. Je ne veux pas parler de toute la vie de Claudel, pourquoi le soulier, on aura le temps. Puis regardez toutes les interviews du lundi, vous aurez tout. Comment le vers claudélien, tout a été dit et redit, donc je ne vous le dis pas et le redis pas. On reste sur notre 4e journée. Voilà, où dans chaque scène, on va avoir à trouver cet essentiel-là, cette ligne-là, pour faire entendre cette dernière histoire, faire entendre les choses. C'est un peu comme si à la fin de la journée... et ça, c'est magnifique. Là, je suis sur la scène de la bouchère et puis de Donia CTP quand la bouchère dit « Tout ce que vous me donnerez, je suis capable de le garder. » Ce secret, c'est elle aussi qui révèle à Donia CTP son amour. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Donia CTP qui est le sourire de Prouez. Pour moi, elle est lumineuse dans sa volonté d'entreprendre cette magnifique croisade. Il y a un côté très enfant c'est un autre côté du caractère qu'on n'a pas vu peut-être chez Prouez, de cet enfant, de ce mélange-là des deux. Scène magnifique aussi. Le micro et la caméra pourra aussi nous donner énormément de possibilités de douceur et de murmure, puisqu'on n'a pas à projeter ou à être à Avignon, de réexplorer le texte avec cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire de la mollesse, mais quelque chose oui, quand il faudra être intime, on pourra l'être. Il ne faudra pas s'en priver. C'est une phrase de Rodrigue que j'adore, si on pouvait penser ça à la fin de cette journée. Il y a en moi quelque chose de nécessaire et dont on ne pouvait se passer. Il y a en moi quelque chose de nécessaire et dont on ne pouvait se passer. Si cette 4e journée pouvait être ça, c'est-à-dire que ça ne s'est pas terminé à la 3e, mais à la 4e, parce qu'on ne peut pas s'en passer de cette 4e journée. Ça serait extraordinaire. Et c'est ce vers quoi on va aller. Après, il y a des rencontres, et ça c'est le théâtre, que nous faisons dans le temps, c'est que Didier se retrouve dans Rodrigue, bien sûr, avec ce pont dans le temps. On aura aussi Gilles, qui a été dans le soulier d'Antoine, et le rôle qu'il faisait, c'est Julien qui va le faire, et de la scène, il y a une scène merveilleuse de Rodriguez qui rentre au Baléares, il croit que sa femme l'a quitté. En fait, c'est l'envers, le négatif de Rodrigue, c'est un Rodrigue raté. Il arrive dans un vieux bateau pourri, il est vieux, il dit ben voilà, j'avais une femme extraordinaire, et puis elle m'a sûrement quitté, trompé, elle m'a jamais écrit. Voilà. Et en fait, il se trouve qu'elle l'a attendu depuis 10 ans. C'est une petite scène, mais qui est d'une... C'est comme Solveig, voilà. Et c'est extraordinaire. Et c'est Gilles qui va faire maintenant le vieux Rodriguez. Il y a beaucoup d'autres choses intimes dans cette œuvre qu'on va partager, bien sûr. Voilà, et qui fait
La beauté d'une rencontre, d'un grand texte avec de grands acteurs. Oui, j'ai parlé beaucoup. Dans cette 4e journée, il y a beaucoup de Shakespeare. Aussi, les artisans, les pêcheurs, ça peut être les artisans du songe. Tu as Inilus qui hennit à chaque fois, l'âne. On parle du silence beaucoup. Daibutsu, on parle le silence. Hamlet, ça finit par et tout est silence. Le roi, il a un crâne. Alors, il n'y aura pas de crâne, mais il y aura quelque chose de beaucoup mieux. Je vais essayer à chaque fois de ne pas être explicatif ou détourné ou des choses, mais qu'il y ait des images poétiques et théâtrales qui nous évoquent. Et après, ce qui est dit est dit. Ce n'est pas la peine de le montrer. Il faut montrer des choses parce qu'on est filmé, mais ce qui est filmé, ce qui est montré doit enrichir et pas pléonasmer ce qui est dit. Bon, c'est un peu évident, mais si on vient sur cette scène du roi où il voit dans ce crâne en cristal, et il dit mais pourquoi Rodrigue m'a offert ça? Il voit toute la défaite de l'invincible Armada. Et ça sera peut-être juste un tout petit bateau, le plus petit bateau que l'on ait, mais il est renversé, dématé, et tu lis la défaite de l'invisible Armada dans quelque chose de tout petit, et comme un jouet. Du tout, tu peux lire. Encore une fois, qu'on n'ait pas de... ayez le rapport que vous voulez avec votre texte, mais c'est encore une fois, on est au théâtre à la table. Même si on a envie, bien sûr, de donner vie, et chacun, on trouvera des trucs, des choses, mais c'est la lecture, on prend ce temps-là de lire. Mais de lire bien. Oh, ben c'était Gilles qui nous disait, Vitesse a dit, il faut faire ça vite et mal. On va faire ça de vite et bien, mais vite et bien, vitésien, c'est pas... Waouh. Attendez, qu'est-ce que j'ai Ah bah oui, ça va, c'est pas... Il y a de l'humour aussi dans cette 4e journée. La première scène,